Bonsoir à tous et non. Bonsoir à tous et bienvenue à l'espace Niemeyer pour une séance exceptionnelle puisque c'est la deuxième de la semaine. Nous avons eu comme Simien mardi qui nous a parlé qui nous a fait un bel exposé sur la période 1792-1794 en s'interrogeant sur est-ce que la terreur a existé. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Levers sur le personnage phare de cette période, qui est Robespierre. Alors avant tout, il nous faut remercier bien sûr la Fondation Gabriel Péri qui participe à l'université permanente, la revue Cause Commune, ainsi que Actuel Marx, si je ne m'abuse. Alors, nous accueillons ce soir Hervé Levers, qui est professeur des universités à la nouvelle université de Lille fusionnée, président de la Société des études robespierristes, qui est le spécialiste de Robespierre, de la figure de Robespierre. Vous avez publié une biographie d'abord éditée chez Fayard en 2014 et qui a été ensuite publiée en poche en 2016 chez Pluriel. Par ailleurs, vous êtes spécialiste d'histoire juridique, enfin d'histoire des juristes, plus particulièrement des avocats. Avec votre thèse qui porte sur un avocat du Nord, je crois bien, et un livre que vous avez publié en 2006 aux éditions de l'EHESS, L'invention du barreau français 1660-1830, ou ensuite en 2010 La justice dans la France moderne chez Ellipse en 2010. Pour revenir sur la figure de Robespierre, figure qui est perpétuellement en jugement, je dirais, ça nous fait le plus grand bien d'avoir un spécialiste des juristes parmi nous. À noter aussi que vous avez fait paraître une BD de Robespierre en 2017 chez Glénat Fayard, et en 2018, donc tout récemment, une autre biographie, celle de Camille Desmoulins. Donc, ce soir, le thème c'est Robespierre, fondamental, pour bien comprendre notre cycle sur la Révolution française. Robespierre, qui est tantôt présenté comme un monstre sanguinaire pour les uns, ou comme un grand héros vertueux de la révolution vertueuse pour les autres, qui dépasserait son temps et en quelque sorte idéalisé plus en avance que le reste. C'est sans doute la figure la plus clivante, une des figures les plus clivantes de l'histoire de France, puisqu'elle est perpétuellement ramenée et jugé et utilisé politiquement. Donc, des portraits plus modérés ont été faits récemment. Je pense notamment à la biographie de Jean-Clément Martin sur l'invention du monstre qu'est Robespierre. Quoi qu'il en soit, dès que Robespierre apparaît quelque part, ça en fait un élément très médiatisé au-delà des cercles de l'histoire. Donc je vous laisse la parole, Hervé Levers, et merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à vous, et c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour parler de ce personnage. Alors effectivement, et vous l'avez dit dans votre présentation, lorsqu'on pense à Robespierre, on pense immédiatement à des images affrontées, à des images contraires. Il y a le Robespierre héros, le Robespierre qui inspire encore ou qui peut encore inspirer notre siècle, et puis le Robespierre maudit, celui dont certains ne cessent pas non plus de parler. Et ce que je proposerais dans un premier temps, et pour l'essentiel de cette conférence, c'est finalement de dépasser ces images contraires pour essayer de se replonger en cette fin du XVIIIe siècle, essayer d'approcher le personnage tel qu'il a pu être véritablement et tel qu'il a été perçu par ses contemporains. Alors bien évidemment, ces images contrastées, on les retrouvera au moment de la Révolution française, parce que l'homme est
c'est un personnage clivant au moment même des événements, mais pas évidemment de la même manière qu'aujourd'hui. Pas non plus de la même manière que dans les années 1830-1840. Et pour commencer cette conférence, je voudrais vous lire tout d'abord une citation qui date du début des années, enfin qui fait référence à un événement qui date du début des années 1840. C'est un événement et une anecdote qui est racontée par Paul Valéry. Paul Valéry qui en avait discuté avec Edgar Degas, qui au début des années 1840 était encore un enfant. Et Edgar Degas, lorsqu'il était enfant, avait été un jour emmené par sa mère chez Madame Lebas, qui était la veuve de Philippe Lebas, qui était mort au moment, en même temps que Robespierre, au dit Thermidor. Et cette visite chez la veuve Lebas l'avait particulièrement marqué. Et Paul Valéry raconte cette rencontre de cette manière-ci. Degas me dit qu'étant tout enfant, sa mère, un jour, le conduisit rue de Tournon faire visite à Madame Lebas, veuve du fameux conventionnel qui, le 9 Thermidor, se tua d'un coup de pistolet. La visite achevée, il se retirait à petits pas, accompagné jusqu'à la porte par la vieille dame, quand Madame Degas, tout à coup, s'arrêta, vivement émue. Lâchant la main de son fils, elle désigna les portraits de Robespierre, de Couthon, de Saint-Just qu'elle venait de reconnaître sur les murs de l'antichambre, et elle ne put se retenir de s'écrier avec horreur « Quoi, vous gardez encore ici les visages de ces monstres ?»« Tais-toi, Célestine » s'écria ardemment Madame Lebas. « Tais-toi, c'était des saints. » On est là en 1840 à peu près, et on voit que déjà le clivage sur la mémoire de ces personnages, mémoire de Robespierre, mais vous l'avez remarqué, mémoire également de Saint-Just, mémoire de Couthon, est une mémoire qui se décline de manière différente. Il y a les monstres et il y a les saints. Ce sont des images qui se nourrissent déjà à l'époque, dans les années 1830-1840, de légendes qui sont déjà bien ancrées et qui sont parfois vivaces jusqu'à nous. Et pour approcher le personnage, il faut d'abord déblayer toutes ces légendes. Alors des légendes qui sont des légendes noires de Robespierre, avocat raté, avocat qui est au banc de la Société arageoise en 1789 et qui trouve finalement dans la politique un exutoire pour arriver à réussir une nouvelle carrière qui permettrait de faire oublier son échec au barreau d'Arras. C'est une légende. Un ambitieux, un avocat ambitieux devenu politique qui chercherait avant tout à conquérir le pouvoir et qui serait devenu en 1794 un véritable dictateur. Le problème, c'est que le pouvoir reste collectif au printemps 1794 et qu'à partir de ce moment-là, le pouvoir est un pouvoir partagé. La légende noire aussi d'un homme qui a, à lui seul, quasiment, inventé ce que les historiens ont appelé la terreur. Et puis il y a une légende dorée aussi. La légende dorée, c'est cet avocat qui n'a défendu que des pauvres à Arras et qui était déjà le défenseur attitré des malheureux, alors qu'il a défendu également des seigneurs, qu'il a défendu des ecclésiastiques, même si c'est vrai, il s'est constitué petit à petit l'image d'un défenseur de certains opprimés. Légende noire aussi, Robespierre, homme-principe, tel que le décrit La Ponneray dans la première moitié du XIXe, c'est-à-dire un homme qui serait toujours resté fidèle à ses principes, ceux qu'il a adoptés en 1789 et qui n'auraient pas varié. C'est un pragmatique d'une certaine manière, il aura des idées politiques qui vont évoluer au fil du temps. C'est un homme qui vit avec son temps, qui avance et qui progresse avec la Révolution. Et de ce point de vue-là aussi, il y a une légende dorée qui est à corriger. Robespierre n'a été en fait ni un monstre ni un saint, mais c'est vrai que c'est un homme sans doute à part, même très probablement à part dans la Révolution. Je veux dire par là, c'est pas simplement un homme qui est devenu exceptionnel à l'issue de son existence par la légende noire qui a été construite autour de lui au moment de Thermidor en deux, à l'été 1794. C'est un personnage qui a été perçu comme un personnage d'exception. Il n'était pas seul dans ce cas, bien évidemment, mais comme un personnage hors du commun dès les débuts de la Révolution, et j'essaierai de le montrer. Et vous verrez que ça aide sans doute à comprendre toutes les légendes qui courent autour de ce personnage. C'est un personnage qui ne s'est pas construit simplement après sa mort, un personnage qui s'est construit lui-même au cours de son parcours. Et pour arriver à un portrait le plus fidèle
possible de ce personnage. Ce que je propose comme principe dans cette lecture que nous allons faire aujourd'hui de son existence, c'est d'abord de ne pas oublier que nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, et je le rappellerai. C'est un temps qui n'est pas si éloigné que cela de nous, mais qui est en même temps très différent du nôtre, avec des références culturelles, historiques, qui sont profondément différentes des nôtres et qu'il faut toujours avoir à l'esprit pour comprendre ces personnages. Ce que je proposerais aussi, c'est de ne pas simplement fixer le regard sur l'époque dite de la terreur et d'essayer d'approcher le personnage aux différentes époques de son existence. Alors je passerai assez vite, c'est vrai, sur la période précédant 1789, mais je ne l'exclurai pas de mon propos, simplement parce que Robespierre est un juriste, et il ne faut pas l'oublier. C'est aussi un homme des Lumières, et ce sont des caractères qui sont essentiels pour comprendre l'homme qu'il va devenir à l'époque de la Révolution. Le but, ce sera d'essayer de montrer le personnage aux différentes étapes de sa vie, et d'essayer aussi à chaque étape de montrer la logique du personnage, la logique de l'avocat d'avant 89, ses objectifs, ce qu'il veut devenir, ce qu'il veut faire, n'a bien évidemment que peu de rapport avec ce qu'il va être et ce qu'il voudra faire en 1794. Il y a un homme qui est confronté à une évolution rapide des événements et qui va s'adapter au cours de ces événements, comme la plupart de ses contemporains. Enfin, je m'appuierai également sur des faits qu'il faut à chaque fois vérifier. Parmi les légendes qui courent sur Robespierre, il y en a une notamment qui a été très longtemps répété. En 1775, au moment du sacre du roi, on a presque toujours écrit que le roi avait traversé Paris, s'était arrêté devant le collège Louis le Grand, et que là, un jeune élève avait complimenté le roi et la reine. C'est une scène qui a été reproduite au théâtre, chez Romain Rolland par exemple, dans son excellent Robespierre, et c'est la scène, une scène centrale de cette pièce. C'est une scène qu'on retrouve aussi dans Les Années-Lumière de Robert Enrico, c'est la première scène du film, et c'est une scène tout à fait imaginaire pour la simple raison que lorsqu'on regarde les archives, on s'aperçoit que le roi n'est pas passé par Paris au retour, il a contourné Paris par Saint-Denis. Autrement dit, cette scène-là est une pure invention. D'ailleurs, on a un seul texte qui la mentionne, et c'est le texte du pire ennemi de Robespierre, c'est le texte de l'abbé Proyard. Donc on comprend pourquoi il a écrit ces choses. Alors peut-être que Robespierre a rencontré le roi étant jeune à un autre moment. On sait que le roi est passé à d'autres moments devant le collège Louis le Grand, mais en tout cas pas en 1775, au moment où l'on met en scène cette rencontre extraordinaire entre un futur conventionnel régicide et le dernier roi Bourbon des Français. Si on reprend le récit de la vie du personnage, si on s'intéresse quelques instants à l'Ancien Régime, quelques mots s'imposent sur cet homme qui est, encore une fois, un avocat, un juriste, et c'est quelque chose qui compte pour lui, qui est un homme des Lumières, et pris de bonheur et de liberté, deux mots qu'il associe souvent et qu'il répète très souvent sous l'Ancien Régime comme sous la Révolution. Un homme qui a également une culture classique, avec une époque qu'il apprécie particulièrement dans l'histoire, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est le dernier siècle de la République romaine, le temps de Cicéron et de Catilina, le temps de César et de Brutus, et comme beaucoup de jeunes garçons qui ont étudié dans les collèges d'Ancien Régime, il va très fréquemment analyser les événements qu'il va vivre par référence à cette expérience de la République romaine. C'est aussi un homme qui a été marqué par l'histoire de France, bien sûr, les guerres de religion qui sont au cœur de la mentalité des hommes de la Révolution. La référence aux révolutions anglaises du XVIIIe siècle est également fondamentale. Et puis ce sont des hommes qui ont vécu aussi d'autres révolutions. Des révolutions réussies, la révolution américaine, des révolutions qui ont connu l'échec tout près de la France, la révolution des Provinces-Unies qui a été réprimée par des armées étrangères. Et ces événements-là, le jeune Robespierre les a connus. Et la peur d'une intervention étrangère pour mettre un terme à la Révolution française se comprend aussi par ses expériences qu'il a vécues en tant qu'homme des années 1780. Le jeune avocat s'installe à Arras en 1781, c'est un choix, ce n'est pas une carrière qui est une carrière de repli, parce qu'il n'aurait pas pu mener la carrière qu'il aurait voulu à Paris, non, c'est un choix. Arras, c'est la ville de son père, c'est la ville
de son grand-père. Il devient donc avocat en 1781, après de brillantes études au collège Louis-le-Grand. C'est un homme qui a donc été formé dans un collège parisien, puis à l'université parisienne, qui a beaucoup fréquenté le palais de justice de Paris du temps de ses études et qui apporte dans sa ville d'Arras une manière de plaider et une manière d'écrire qui est inspirée des procédés parisiens des années 1770 et 1780. Il apporte dans sa ville d'Arras notamment le goût de la défense des causes célèbres. Et Charlotte Robespierre, dans ses mémoires, lorsqu'elle parle des premières années de son frère et de son expérience d'avocat, elle écrit qu'à Arras, il avait énormément d'amis, mais que certains Arageois considéraient que sa manière de plaider et d'écrire était étrange. Étrange, c'est le mot qu'elle emploie, et un mot qui a un sens fort. Robespierre, c'est une voix qui détonne à Arras, une voix un peu différente, une manière de plaider très parisienne, qui n'avait pas encore d'équivalent dans cette petite ville de province, qui est un chef-lieu de province, hein, c'est le chef-lieu de l'Artois, avec une juridiction presque souveraine, le Conseil d'Artois, où Robespierre va plaider très souvent. Et lorsqu'il plaide, il va parfois plaider des affaires potentiellement célèbres, des affaires dont on parle, dont la presse se fait parfois l'écho. Et la première grande affaire qu'il défend en 1783, c'est l'affaire du paratonnerre de Saint-Omer, qui est encore un peu célèbre. C'est l'histoire d'un avocat de Saint-Omer, Vissery de Boisvallée, qui était un peu bricoleur, hein, comme beaucoup d'hommes des Lumières. Il avait une culture un peu encyclopédique et il avait inventé une forme de paratonnerre qu'il avait pris l'initiative d'installer sur sa cheminée. Ses voisins n'étaient pas très sûrs de ses talents de physicien et lui ont fait un procès pour demander qu'il démonte son paratonnerre pour éviter qu'il mette le feu à tout le quartier. Donc le paratonnerre doit être démonté. Vissery de Boisvallée va faire appel au Conseil d'Artois et là il va se faire défendre par deux avocats. Il va se faire défendre par Buissard, qui est un avocat déjà installé, lui-même savant. Il a inventé un baromètre et Buissard va s'occuper de la défense écrite de Vissery de Boisvallée et il va faire appel également à un jeune avocat qui plaide depuis peu et qui a déjà plaidé des causes de manière brillante, c'est Robespierre. Et Robespierre va donc prononcer deux plaidoiries pour Vissery de Boisvallée, va emporter le procès, et il va gagner d'ailleurs une certaine célébrité, puisque la presse de l'époque, la presse savante notamment, va vanter le discours de ce jeune homme, qui est un discours qu'on considère comme un discours éclairé, un discours en faveur du progrès, en faveur de la science, en faveur des nouveautés qui sont en train de s'imposer partout en France et partout en Europe. Donc c'est un premier contact avec la célébrité, alors une célébrité qui est tout éphémère, bien sûr, mais qui va sans doute lui donner le goût de ces brillantes plaidoiries. Et il va par la suite défendre beaucoup d'autres affaires. Parmi les affaires célèbres, il y a l'affaire Deteuf de 1784 à 1786. C'est l'affaire d'un cordier d'un artisan qui a été injustement dénoncé à la justice pour vol alors qu'il n'avait rien volé du tout. C'est son dénonciateur qui était un ecclésiastique, Dom Brognard, qui avait vidé un peu la caisse de son monastère et qui avait donc accusé cet artisan pour essayer de trouver un coupable à ces malversations. Donc il défend Deteuf, il demande et il finit par obtenir, par négociation avec l'abbaye d'Anchin, un dédommagement pour cette accusation calomnieuse qui avait été lancée contre son client. Et par la suite, il va défendre d'autres affaires. Alors j'en cite simplement deux. Les époux Page, en 1786, qui sont des orfèvres de Béthune, qui ont été condamnés pour usure. Le prêt à intérêt est interdit sous l'Ancien Régime. Et Robespierre va les défendre et va défendre en même temps l'autorisation du prêt à intérêt, comme l'avait défendu Turgot quelques années avant lui. Il va défendre aussi en 1789 Hyacinthe Dupont, qui avait été incarcéré par lettre de cachet pendant 12 années, et il va en profiter pour dénoncer les lettres de cachet et pour défendre de manière générale tous les correctionnaires qui sont encore en prison. Et on s'aperçoit que ces grandes causes, ce ne sont pas les seules qu'il défend bien sûr, mais ces grandes causes qu'il défend, dont il fait parler, pour lesquelles il écrit et il publie, sont des causes qui rejoignent des débats académiques. Les débats académiques sur la réforme de la justice pénale,
avec des indemnités pour les personnes injustement dénoncées, pour la justice pénale aussi, avec sa dénonciation, donc sa dénonciation des lettres de cachet et sa demande d'abolition de ces lettres de cachet. Et il va défendre des thèmes similaires dans son parcours d'académicien. Il entre à l'Académie d'Arras. Et là, il va prononcer des discours sur les droits des bâtards, les droits des enfants naturels, en demandant pour ces enfants davantage de droits et davantage de reconnaissance dans la société. Il va demander que les femmes ne soient plus tenues à l'écart de la vie académique. Il va demander que les personnes condamnées soient condamnées à des peines purement personnelles et que leurs familles ne soient pas frappées par les peines qui touchent le coupable. Peine notamment de confiscation des biens qu'il considère comme tout à fait injuste parce qu'elle frappe le condamné, mais elle frappe également sa famille. Donc il y a là toute une série de combats qui sont des combats assez communs chez les gens de culture de la fin du XVIIIe siècle, et notamment chez ces avocats hommes de lettres qu'on rencontre dans de très nombreuses villes de France et qui ressemblent à Robespierre. C'est donc une espèce d'avocat engagé, un avocat qui croit au progrès, qui croit aux réformes, qui soutient que le monde dans lequel il vit est un monde qui est en train de changer et qui veut, du mieux possible, accompagner ce changement. Il y a là toute une série de convictions qu'on va retrouver chez l'homme des débuts de la Révolution et même chez l'homme de la Convention nationale. Et il est important de rappeler ce parcours d'avant 1789 pour comprendre l'homme qu'il va être à partir de cette date. Je veux dire par là que Robespierre, pendant la Révolution, c'est un orateur et un grand orateur, incontestablement. C'est un journaliste aussi, qui va publier plusieurs journaux. C'est un publiciste par la même occasion. Il publie de très nombreuses brochures dans lesquelles il défend ses opinions. Et sa manière d'écrire, d'argumenter, son art oratoire, ce sont des atouts qu'il a acquis au cours de sa carrière d'avocat. Et on retrouve l'avocat dans cette manière de convaincre qui va être la sienne à l'époque de la Révolution. On va le retrouver aussi dans certains thèmes qu'il va aimer défendre, notamment les questions judiciaires vont toujours le passionner, sous la Constituante comme sous la Convention, et on retrouve bien évidemment là l'avocat. Reste qu'en 1789, bien évidemment, sa vie change. Il est élu député aux États généraux pour le tiers-État de la province d'Artois. Et là, il est convaincu, il publie déjà ses premières brochures à ce moment-là, et il est convaincu qu'il vit un moment essentiel de son existence, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Et il écrit notamment ceci dans une de ses brochures, Les ennemis de la patrie. Quel sera le prix de ce combat ? Le salut, la gloire, le bonheur des générations présentes et des races futures, ou leur humiliation, leur servitude, leur misère éternelle. Comme Rousseau, Robespierre est convaincu que les hommes n'ont qu'un moment pour devenir libres. Et le moment pour les Français est arrivé en 1789. Et il est persuadé que ce moment, les Français doivent le saisir, il ne se représentera pas. La Révolution, c'est en 1789 où ce ne sera jamais la Révolution. La liberté, c'est à ce moment-là où elle ne sera jamais offerte aux Français. Et les hommes de 1789 ont une manière d'analyser les événements qui se passent sous leurs yeux de manière manichéenne d'une certaine manière. C'est la lumière et c'est la nuit. C'est l'esclavage et la liberté. Les hommes d'avant 89, on écrit désormais qu'ils sont esclaves. C'est le mot qu'on emploie, c'est un mot particulièrement fort. On a l'impression d'une rupture qui est une rupture fondamentale et on la vit comme telle. L'engagement dans la Révolution, tout au moins cet engagement qui va être celui de Robespierre, est un engagement total. La première fois où il parle de sa mort au service de ce qu'il appelle le peuple, c'est au printemps 1789. Dans l'une de ses brochures, il imagine sa tombe sur laquelle les hommes qu'il aurait défendus viendraient se recueillir après sa mort. Et il imagine qu'il peut mourir au combat. Il imagine cet engagement dans la Révolution comme un véritable combat qui peut aller jusqu'au sacrifice de lui-même. On s'aperçoit par là que la manière dont il vit la Révolution, dès 1789, est une manière entière. On n'entre pas, lui en tout cas, n'entre pas à petits pas dans la Révolution. Il s'engage très rapidement et très fortement.
C'est ce qui va le faire remarquer dès le départ, même si dans les premiers mois on ne connaît pas très bien son nom. Sa première intervention, elle est notée dans les journaux sous le nom de Monsieur Robert. C'est Monsieur Robert qui parle. Après, on commencera à mieux le connaître, on va l'appeler Robert Pierre. Robert Pierre. Et puis un jour, quand même, on va connaître son nom, on va l'appeler Robespierre. Mais certains qui veulent discréditer le personnage vont continuer parfois à l'appeler Robert Pierre. Et on trouve notamment dans les Actes des Apôtres les vers suivants. Ne croyez pas que Robert Pierre, comme on le dit, soit né de rien. Il appartient par Madame sa mère à feu Robert François d'Amiens. Ce que disent ces vers, c'est que Robespierre est apparenté à Robert François d'Amiens, qui est celui qui a tenté d'assassiner Louis XV en 1757. Autrement dit, c'est le parent d'un régicide, c'est un nouveau Ravaillac, et bien évidemment, c'est quelqu'un qui est très dangereux pour la monarchie. Et ça, on est au tout début de la Révolution, c'est déjà l'image de Robespierre que certains ont. En fait, Robespierre, dès les débuts de la Révolution, s'affirme comme un véritable démocrate. C'est un homme qui a des convictions fortes, alors il n'est pas seul, il les partage notamment avec Pétion, avec Buzeaud, avec l'abbé Grégoire. Il veut une révolution qui aille au bout de ses promesses de l'été 1789. Il est donc en faveur d'une véritable souveraineté nationale. Il s'oppose notamment à cette distinction des citoyens actifs et des citoyens passifs, à ce choix qui a été de donner le droit de vote qu'à ceux qui paient un impôt direct. Lui considère que tous les Français majeurs, tous les hommes, il ne se prononce pas sur le vote des femmes, il considère que tous les hommes doivent pouvoir voter. Tous les hommes, quelle que soit leur religion, il est favorable dès la fin de l'année 89 à la citoyenneté des protestants. Bon, ça ne pose pas problème, elle va être acquise dès le mois de décembre. Des juifs, là c'est un peu plus compliqué, ça va mettre un peu plus de temps à entrer dans la loi. Lui y est tout à fait favorable, favorable aussi à la citoyenneté pour les comédiens, etc. Tous les hommes doivent normalement pouvoir être citoyens. Il va s'opposer aussi à la légalisation de l'esclavage. Alors je dis légalisation parce qu'il y aura un moment, en mai 1791, un débat à l'Assemblée nationale constituante, un débat pour savoir si les libres de couleur, c'est-à-dire les hommes de couleur des colonies libres, peuvent devenir citoyens. Et à l'occasion de ce débat, un député va proposer de mettre le mot esclave dans la loi. Et là, Robespierre va s'y opposer, le mot ne sera pas inscrit dans la loi, il va s'y opposer en disant, attention, si vous mettez le mot esclave dans la loi, vous reconnaissez l'existence de l'esclavage, vous lui donnez une existence légale. Alors il ne se prononce pas à ce moment-là de manière explicite pour l'abolition de l'esclavage, mais on voit très bien qu'il est contre cet esclavage, contre la traite, il le dira à d'autres moments. Il considère, comme beaucoup, que le moment n'est pas encore venu de l'abolir brutalement, de but en blanc. Il considère qu'il faut du temps, sans doute, pour faire triompher cette idée, mais il s'oppose à ce que le mot esclavage soit dans la loi, de manière à ce que la possibilité de l'abolition de l'esclavage soit préservée. De la même manière, toujours en mai 1791, il se prononce pour l'abolition de la peine de mort totale, une abolition qu'il justifie par les principes, en considérant que la justice n'a pas le droit d'avoir recours à la peine de mort pour punir les coupables. Il va plaider aussi pour des représentants élus à l'Assemblée nationale qui soient vertueux, et il a de ce point de vue-là des exigences qui sont très fortes. Il se prononce pour des mandats courts, non immédiatement renouvelés, contre le cumul des mandats, contre également la professionnalisation de la politique. La politique, dit-il, ne doit pas devenir un vil métier. C'est l'expression qu'il emploie. C'est une sainte mission. Et il veut à tout prix que les hommes politiques n'exercent leurs responsabilités que peu de temps, retournent ensuite à la vie civile, de manière à ce que la corruption, qui est ce qu'il craint le plus dans le domaine politique, la corruption ne s'installe pas dans la vie politique. Et ce parcours de constituant entre 1789 et 1791 est un parcours qui le met en exergue. C'est un homme qui est un grand orateur, d'ailleurs, il est parmi les 50 qui parlent le plus à l'Assemblée constituante, parmi les 50 sur les 1200 députés des États généraux devenus députés de l'Assemblée constituante, donc il parle énormément. Et si l'on regarde le catalogue du salon de peinture de septembre 1791, on s'aperçoit que dans ce salon de peinture, il y a des portraits de tous les grands hommes
de cette première révolution. Vous avez là le portrait de Mirabeau, qui est mort entre-temps, et qui a été le premier à entrer au Panthéon. Vous avez là le portrait de Talleyrand, vous avez là les portraits des frères Lamesse, et vous avez 2 portraits qui représentent Robespierre et qui sont exposés au Salon de septembre 1791. Il y a là 2 pastels, un pastel de Joseph Bose, qui est encore conservé aujourd'hui au musée Lambinet, à Versailles, qui est un superbe pastel et qui est sans doute l'un des plus beaux portraits de Robespierre. Et vous avez un pastel de Madame Labille-Guyard, qui lui a disparu. Alors on dit traditionnellement qu'un portrait de Pierre Roque-Vigneron, qui est conservé au château de Versailles, est une reproduction de ce portrait de Robespierre par Labille-Guyard, mais c'est probablement faux, puisqu'on a des descriptions de ce portrait qui ne ressemblent absolument pas à ce jeune homme qui est peint en habit noir par Roque-Vigneron et que l'on assimile à tort sans doute à Robespierre. Reste que ce personnage est déjà un personnage connu. C'est un personnage dont on parle. Et tout à la fin de l'Assemblée constituante, le 30 septembre 1791, lorsque Robespierre sort de la salle de l'Assemblée constituante, il en sort avec son grand ami de l'époque qui est Pétion, il est acclamé par la foule. Il y a là des personnes qui jouent de la musique, qui chantent en leur honneur. Ce n'est pas un député comme les autres, ce n'est pas un député parmi les autres. Alors bien sûr, il y en a d'autres qui ont une notoriété forte à la fin de la Constituante, bien évidemment. Mais Robespierre a déjà une notoriété tout à fait exceptionnelle à l'automne de 1791. Alors une notoriété controversée, bien évidemment, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un homme qui ne fait pas l'unanimité. Ses prises de position font peur, ou agacent, ou choquent. Il s'est quand même prononcé pour le mariage des prêtres. Et il s'est prononcé pour le mariage des prêtres en développant l'argument que c'était pour le bien des mœurs que le mariage des prêtres était souhaité. Et Mirabeau lui en a beaucoup voulu parce que lui pensait exactement la même chose et aurait aimé faire la proposition à l'Assemblée. L'Assemblée n'a pas suivi, bien évidemment, et la mesure n'est pas passée, mais le mariage des prêtres va intervenir quand même quelques temps plus tard. Reste que ce personnage, qui est un personnage controversé, bien sûr, est un personnage qui a déjà une notoriété particulièrement forte. Il est un personnage célèbre à l'automne 1791. Automne 1791, il rentre quelque temps à Arras, il fréquente quelques clubs du Nord et du Pas-de-Calais, et puis il revient à Paris, non pas d'abord pour faire de la politique, même si ça va être le cas de fait, mais il revient à Paris parce qu'il a été juge, il a été nommé accusateur public au tribunal criminel de Paris. Donc il mène normalement une carrière de juriste en 91-92, puisqu'il a obtenu, lui, que les députés de la Constituante ne puissent pas être élus à l'Assemblée suivante, à l'Assemblée législative. Toujours selon le même principe, c'est l'idée que ceux qui font la Constitution ne doivent pas l'appliquer et qu'ils doivent être désintéressés dans leur réalisation de la Constitution et que ce désintéressement passe par un renoncement à se faire réélire. Donc il est toujours à Paris, il fréquente le club des Jacobins, il continue à écrire, il va finalement démissionner de sa place d'accusateur public du tribunal criminel de Paris et il va continuer sa carrière en défendant toute une série de thèmes qui lui tiennent à cœur. L'hiver 91-92, la grande question qui se pose à Paris et dans les départements, c'est faut-il déclarer la guerre à ceux qui menacent la France et particulièrement à l'Autriche. On est persuadé, à la fin de l'année 91, que la guerre va arriver. C'est une question de temps. Les Autrichiens vont attaquer les Français. Les Prussiens, on espère encore qu'ils resteront neutres, mais on n'en est pas trop sûr. Et la question qui se pose, c'est faut-il attaquer les premiers ou faut-il se laisser attaquer ? Robespierre est très net dans ce débat et il s'oppose à Brissot. Dans ce débat, il se prononce contre la guerre offensive. Il n'est pas contre la guerre. Il est contre la guerre lancée par la France contre l'Autriche, pour différentes raisons, et notamment parce qu'il craint que cette guerre ne se termine toujours au profit du roi, au profit du pouvoir exécutif. Si la guerre est perdue, eh bien, il craint que le roi ne se ressaisisse des pouvoirs dont on l'a privé depuis 1789, et si la guerre est gagnée, il craint que le roi n'en prenne argument pour demander davantage de pouvoir. Dans tous les cas, la nation serait perdante et le pouvoir exécutif gagnerait davantage de pouvoir. Donc il est contre la guerre et il va
s'illustrait donc essentiellement au Club des Jacobins où il prend très souvent la parole. Alors il ne faut pas imaginer ce Robespierre de 91-92 comme un homme tout-puissant. Au Club des Jacobins, il est souvent minoritaire. Il est mis en minorité. La guerre, elle va être déclarée. Elle va être déclarée par l'Assemblée et le Club des Jacobins va soutenir la guerre. Et lui-même sera obligé de l'accepter. Au mois d'avril 1792, il n'aura pas le choix. Il est une voix minoritaire. Mais il va peu à peu s'imposer comme quelqu'un qui défend des valeurs, qui reste fidèle à l'essentiel de la Constitution, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui pour lui est la véritable Constitution, parce qu'à partir de là, tous les possibles restent encore ouverts en 1791 et 1792. Reste qu'il va se séparer de la monarchie petit à petit, mais il publie encore au cours de l'année 92 un journal qui s'appelle Le Défenseur de la Constitution. Il ne se veut pas républicain avant l'été 92. Mais attention, qu'on se comprenne bien. Il explique qu'il n'est finalement ni républicain ni monarchiste. Il veut dire par là que la forme du gouvernement n'a que peu d'importance. Ce n'est pas ce qui est important. Qui est à la tête de l'État, un président ou un roi, peu importe. L'essentiel, c'est le pouvoir qu'on donne à ce président ou à ce roi. Et un roi qui détiendrait simplement l'exécutif, c'est mieux qu'un président qui en demanderait davantage. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne se prononce pas pour la République, à la différence d'un Brissot. Pendant très longtemps, il craint Lafayette, et il a peur que si on passe à la République, ce soit à Lafayette qui se saisisse de cette République, et qu'à ce moment-là, la nation y perde, parce que l'exécutif deviendrait beaucoup plus fort qu'avec un Louis XVI qui est dominé par les différentes assemblées des débuts de la Révolution. Reste qu'à l'été 1792, là il n'a pas le choix, et d'ailleurs il est l'un de ceux qui provoquent l'événement. Au 10 août 1792, il accepte bien évidemment la République, et il l'a demandé, cette République. Alors la République, elle n'entre pas en application dès le 10 août 92. Le 10 août 92, il y a simplement suspension provisoire du roi. Il faut attendre le 21 septembre pour que la République soit reconnue par la nouvelle Assemblée, par la Convention nationale. Et là, Robespierre, bien évidemment, est parmi ceux qui acceptent cette République. Pour vous montrer un peu la notoriété et la popularité du personnage, aux élections de la Convention nationale, Robespierre, bien sûr, est élu premier des députés de Paris, on le sait, mais il est élu également premier des députés du Pas-de-Calais. La notoriété est une notoriété forte dans sa région d'origine comme à Paris. Il choisit de représenter Paris, bien évidemment. Reste que les débuts de la Convention nationale, qui se réunit donc à partir du 21 septembre 1792, sont, vous le savez, dramatiques. L'entrée dans la République est une entrée qui se fait au forceps d'une certaine manière. Il y a les massacres de septembre, en septembre 1792, dont on vous a parlé mardi dernier. Il y avait la prise des Tuileries le mois précédent, qui a aussi été un événement particulièrement violent. Et les premières séances de la Convention nationale ne montrent pas des députés unis autour d'un projet commun, mais des députés qui sont profondément divisés. Parce que la première question qui se pose, c'est comment rétablir l'ordre et à qui attribuer les responsabilités, notamment des massacres de septembre. Et dès la fin du mois de septembre, il y a des divisions qui apparaissent et il y a 3 hommes qui sont mis en cause. Il y a Marat, Danton et Robespierre. Et ceux qu'on appelle les Brissotins, qui pour beaucoup avaient déjà siégé à l'Assemblée précédente, mettent en cause ces 3 hommes, les dénoncent à l'Assemblée. Lasource, le député Lasource, Brissotin, trouve une formule. Je ne veux pas que Paris, dirigé par des intrigants, la Commune de Paris, où Robespierre a siégé, je ne veux pas que Paris, dirigé par des intrigants, devienne dans l'Empire français ce que fut Rome dans l'Empire romain. Il faut que Paris soit réduit à 1/83e d'influence, comme chacun des autres départements. Les tensions sont particulièrement fortes entre Brissotins et entre ceux qu'on commence à appeler petit à petit, au fil des mois, les montagnards. Vous avez là 2 partis politiques, partis entre guillemets, bien évidemment, qui ne se conçoivent pas comme tels, mais disons 2 mouvances politiques qui se mettent en place, qui ont et qui développent 2 conceptions de la République différentes et qui ne parviennent pas à s'entendre.
On est dans une période de conflit, dans une période de tension extrême. Je passe rapidement sur certains moments particulièrement tragiques pour arriver au cœur de l'année 93, mais bien évidemment, cette tension extrême entre ces deux mouvances politiques, avec la Plaine au centre, cette tension extrême, elle va se nourrir du procès du roi, bien évidemment. Elle va se nourrir de la mise en accusation de Marat au mois d'avril 1793, et elle va aboutir finalement aux journées des 31 mai et du 2 juin 1793, date auquel une partie des responsables du courant brissottin, de ceux qu'on va dénoncer comme brissotins, 29 députés vont être arrêtés, décrétés d'arrestation, et vont pour certains fuir et provoquer des soulèvements en province. Donc là, on a une déchirure au sein de la Convention qui s'opère, que Robespierre a essayé d'éviter le plus longtemps possible. Il s'est longtemps opposé à une insurrection de Paris contre la Convention nationale ou contre certains députés de la Convention nationale. Il l'a finalement accepté à la fin du mois de mai 1793, et le 2 juin 1793, la Convention est donc épurée, comme l'on dit à l'époque. Il y a quelques députés qui ont dû prendre la fuite, qui sont parfois détenus en prison. On ne parle pas encore de les faire juger, hein. Ça va être dans les semaines suivantes que le jugement de ces brissotins dénoncés va être envisagé, mais on a déjà bien évidemment une cassure. Ce mois de juin 1793, pour Robespierre, c'est un moment de basculement dans sa vie politique. Juin 1993, incontestablement, c'est un personnage important. Alors, il n'est pas le seul personnage important du moment, bien sûr, mais c'est déjà quelqu'un qui a une notoriété exceptionnelle, un peu comme Danton, qui est aussi un personnage fort de l'époque. Juin 1793, la France se dote d'une constitution démocratique, très démocratique, et alors qu'on est en pleine période de guerre, on débat aussi de grandes autres réformes. Et à côté de la Constitution, Robespierre et les montagnards veulent également porter à terme deux projets qui ne vont pas aboutir dans les médias, une grande loi sur l'éducation et un code civil. Et normalement, les grandes réformes de l'été 93 sont celles-là, en tout cas ce sont celles qui sont envisagées. Mais le code civil qui a été confié à Cambacérès ne va pas aboutir dans l'immédiat, et la grande loi sur l'éducation qui a été portée par Robespierre ne va pas aboutir dans l'immédiat non plus. C'est une époque de tension extrême, parce qu'il y a la Vendée depuis le printemps, parce qu'il y a la résistance de certains départements à l'éviction des députés brissotins. Il y a des tensions extrêmes en France, il y a des villes qui se soulèvent, Bordeaux, Marseille, Lyon. Il y a des villes qui sont livrées aux Anglais, comme Toulon, et puis il y a des provinces entières qui refusent d'obéir à Paris. On est dans un climat de tension extrême, d'autant plus que la guerre extérieure se poursuit. Et c'est à ce moment-là que Robespierre entre au comité de salut public, qui est un comité de députés qui va assurer une partie de la politique, une partie essentielle de la politique pendant l'année qui va suivre. Petit à petit est en train de se former ce qu'on a appelé le Grand Comité de Salut Public, qui va véritablement être formé au mois de septembre 1793, et dont Robespierre est l'un des membres, l'un des 12, puis l'un des 11 membres. En tant que membre du comité de salut public, les fonctions qui sont remplies par Robespierre et par ses collègues sont immenses. Robespierre, à la fin de l'année 93, a un petit carnet avec lui dans lequel il note ce qu'il ne doit pas oublier, et il note à un moment ceci. 4 points essentiels du gouvernement. Premièrement, subsistance et approvisionnement. Deuxièmement, guerre. Troisièmement, esprit public et conspiration. Quatrièmement, diplomatie. Tous les jours, il faut se demander dans quelle situation se trouvent ces 4 choses. Voilà son domaine d'action. Subsistance, guerre, esprit public, diplomatie. Autrement dit, le champ d'intervention est immense, mais encore une fois, il n'est pas seul, bien évidemment, à agir. Alors la période qui commence à l'automne 1793, c'est une période que traditionnellement l'historiographie nomme la terreur avec un T majuscule. Le T majuscule, il est apparu au XIXe siècle seulement. Mais le mot terreur appliqué à la période, lui, apparaît dès l'automne 1794. C'est une étiquette posthume, c'est un nom que l'on a donné à une période une fois que cette période
était terminée. Ça pose un problème pour les historiens parce que, bien évidemment, le terme s'est imposé, il ne s'agit peut-être pas d'y renoncer. Le terme, il est là dans les livres d'histoire depuis 2 siècles. Mais c'est un terme qu'il faut toujours prendre avec une certaine précaution pour bien comprendre de quoi l'on parle. Et surtout, un terme qu'il faut prendre avec précaution lorsqu'on relit les textes de l'époque, les textes de l'époque de la Terreur. Et je pense notamment aux textes de Robespierre. Robespierre, lorsqu'il parle de la Terreur, parle la plupart du temps, et presque toujours, de la justice d'exception. Et ce qu'il appelle terreur, avec un T minuscule, c'est la peur que doit produire sur les ennemis de la République la justice d'exception. Je donne un exemple. Que les scélérats, en tombant sous le glaive de la loi, c'est-à-dire sous la justice d'exception, le tribunal révolutionnaire, apaisent les mânes de tant d'innocentes victimes. Que ces grands exemples anéantissent les séditions par la terreur qu'ils inspireront à tous les ennemis de la patrie. La terreur, c'est ça, pour Robespierre. La terreur, c'est la frayeur qui doit frapper tous les ennemis de la République. Et Robespierre est un intransigeant, incontestablement. Il demande une justice d'exception. Il a soutenu la création du tribunal révolutionnaire. Il soutient l'extension progressive de son activité. C'est un homme qui se méfie énormément de la clémence, dès les débuts de la Révolution. À la fin de la Constituante, il y a eu une loi d'amnistie. Robespierre considère que c'est une erreur. Il ne faut pas amnistier les coupables. Il faut punir tous les coupables. Pas d'amnistie, pas de clémence. Ce n'est pas quelque chose qui est étonnant pour un homme de lumière, au contraire. Si vous prenez Beccaria, le grand réformateur, celui qui a demandé l'abolition de la peine de mort, l'abolition de la torture, Beccaria est tout à fait hostile à la grâce royale lorsqu'une personne a été condamnée, parce qu'il considère que la peine, elle doit être la moins sévère possible, mais elle peut être la moins sévère possible à condition qu'il y ait la certitude de la sanction. Si vous enlevez la certitude de la sanction, ça ne fonctionne plus. Robespierre est dans cet esprit-là. Et c'est les juristes qui parlent, bien évidemment. Pour lui, la peine, elle doit s'appliquer à tous, sans exception. Donc, la clémence ou l'exception en matière de peine, l'amnistie, doit être bannie. Donc, pour lui, il faut une justice sévère et une justice politique à côté de la justice ordinaire. Par la suite, le mot terreur va toujours être, pendant en tout cas quelques mois, jusqu'en février 1794, il va toujours utiliser le mot terreur de cette manière-là et jamais le reprendre autrement. À la fin du mois d'août 1793, des clubistes vont lancer le mot d'ordre de « mettez la terreur à l'ordre du jour », c'est-à-dire faites régner la terreur dans le pays, la terreur bien sûr pour les ennemis de la République. Et Robespierre ne va jamais reprendre ce mot d'ordre. Le mot, l'expression « terreur à l'ordre du jour », il ne la reprend pas. Parce que pour lui, ce n'est pas un mot d'ordre. Lorsque le 5 septembre 1793, devant lui, président de la Convention, certains vont demander que la terreur soit mise à l'ordre du jour, il va leur répondre « oui, vous avez raison, il faut faire régner la justice ». Voilà. Et il va remplacer le mot terreur par le mot justice parce que dans son esprit, la terreur, c'est la conséquence d'une justice terrible, sans doute, mais d'une justice. Et il y a un moment où le mot va changer. C'est le 5 février 1794, le 17 pluviose en 2, dans son fameux discours sur les principes de morale politique. Et je cite ce discours parce que c'est un discours fondamental, qui est l'un des plus connus de Robespierre et l'un de ceux qui a été le plus longtemps mal compris. C'est un mot qui est connu parce qu'il associe c'est un discours qui est connu parce qu'il associe 2 mots, la vertu et la terreur. La vertu et la terreur sont associées dans ce discours-là. Et très souvent, dans les textes qui ont été reproduits jusqu'il y a quelques années, on mettait terreur avec un T majuscule. Ça voulait dire que la vertu était la justification de la terreur, comprenez, la justification du régime d'exception. Mais si on regarde ce que Robespierre a voulu dire, avec sa culture d'homme de la fin du XVIIIe siècle, on ne comprend pas du tout le texte de cette manière-là. Robespierre, en 1792, à propos de Montesquieu, écrit ceci. Montesquieu a dit que la vertu était le principe du gouvernement républicain. C'est la théorie des gouvernements de Montesquieu. Il y a un gouvernement républicain, il fonctionne selon le principe de la vertu. L'honneur, celui de la monarchie. La terreur, celui du despotisme. Donc il reprend ici la théorie du gouvernement de Montesquieu, et Montesquieu a dit que le gouvernement du despotisme avait pour principe la crainte. Mais parfois, Montesquieu dit le principe du despotisme, c'est la terreur. Donc il emploie les 2 mots, crainte et terreur. En fait,
Robespierre, en 1794, reprend la théorie des gouvernements de Montesquieu. Et il va expliquer que le gouvernement révolutionnaire, c'est un gouvernement que Montesquieu n'avait pas prévu. C'est un gouvernement d'exception qui est là pour fonder la République, donc un quatrième type de gouvernement que Montesquieu n'avait pas prévu. Mais ce quatrième type de gouvernement, il doit fonctionner selon le principe de la vertu, couplé au principe de la terreur. Et il l'écrit de cette manière-ci. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix, le gouvernement populaire dans la paix, c'est le gouvernement républicain démocratique. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu, sans laquelle la terreur est funeste, la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. On a dit que la terreur était le ressort du gouvernement despotique. Le vôtre ressemble-t-il donc au despotisme? Oui, comme le glaive qui brille dans les mains des héros de la liberté ressemble à celui dont les satellites de la tyrannie sont armés. Que le despote gouverne par la terreur ses sujets abrutis, il a raison, comme despote. Dompter par la terreur les ennemis de la liberté. Et vous aurez raison comme fondateur de la République. Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. En fait, ce qu'explique Robespierre en février 1794, c'est que Montesquieu, alors il ne cite pas bien sûr, parce que Montesquieu il a quand même un petit parfum d'aristocratie, souvent on y fait référence, notamment lorsqu'on est juriste de formation, mais on ne cite pas le personnage. Mais avec leur culture de l'époque, les hommes comprennent très bien à qui Robespierre fait allusion. Et ce que Robespierre explique, c'est donc, il faut compléter la théorie des gouvernements. Montesquieu a parlé de la République, de la monarchie et du despotisme. Nous, on a créé une nouvelle forme de gouvernement. C'est le gouvernement qui est révolutionnaire jusqu'à la paix, 10 octobre 1793. Et ce gouvernement révolutionnaire, il est là pour fonder la République. C'est donc un gouvernement qui doit se fonder sur la vertu, parce qu'il est républicain par essence, mais aussi sur la terreur, parce qu'il est despotique par nécessité. Mais il précise bien, attention, le despotisme du gouvernement révolutionnaire n'est pas le despotisme des gouvernements despotiques. Le despotisme des gouvernements despotiques, il fait régner la terreur contre ses sujets. Le despotisme du gouvernement révolutionnaire, il fait régner la terreur contre ses ennemis, et non pas contre les membres de la nation. On a là tout simplement le juriste Robespierre qui est en train de légitimer politiquement et d'expliquer politiquement, de théoriser ce qu'est le gouvernement révolutionnaire. Il n'est pas en train de dire le régime de la terreur avec un T majuscule, il n'a jamais pensé comme ça. Le régime de la terreur, il peut être accepté grâce à la vertu. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit simplement qu'on est là en train de créer une nouvelle forme de gouvernement et qu'il faut en passer par là sans doute pour établir une république durable, une démocratie véritable qui ensuite pourra fonctionner seulement sur le système de la vertu. Ce discours de février 1794, il se comprend aussi dans un contexte politique immédiat. C'est le moment où Robespierre est en train de lutter contre ceux qu'il appelle les citras et ceux qu'il appelle les ultras. Ceux qui veulent modérer la révolution et ceux qui veulent aller plus loin que la révolution. Ceux que par la suite, on va appeler les hébertistes et les indulgents. Alors pour le moment, il ne les condamne pas, il ne veut pas les rejeter les uns et les autres. Le 8 janvier 1794, il a dit « Camille et Hébert ont également des torts à mes yeux ». Camille Desmoulins. Camille et Hébert ont également des torts à mes yeux. Il les renvoie dos à dos, en quelque sorte. Mais on sent très bien qu'il y a là une manière pour lui, dans son discours, de dire qu'il ne veut pas de la terreur à l'ordre du jour, qui est plutôt la position de Hébert. Il ne veut pas non plus considérer que la terreur est l'apanage des gouvernements despotiques, ce qui est la position de Camille Desmoulins. Donc il y a aussi la volonté d'appeler en quelque sorte à une réunion de tous les montagnards autour d'un gouvernement commun qui serait ce gouvernement révolutionnaire nouvellement défini. On sait que cette histoire va se terminer dramatiquement, puisque les hébertistes puis les dantonistes vont être arrêtés, que Robespierre va accepter l'arrestation des uns et des autres, leur jugement par le tribunal révolutionnaire et leur envoi à la guillotine. On est en mars et en avril 1794. Et après l'exécution de Danton, le 5 avril 1794, Danton, qui était souvent
présenté dans la presse comme une colonne de la liberté. La presse, souvent, fin 93, début 94, parlait des 2 colonnes de la liberté. Les 2 colonnes de la liberté, c'était Danton et Robespierre. Donc Danton, qui est éliminé à ce moment-là, il ne reste plus qu'une colonne de la liberté. Autrement dit, Robespierre est en pleine lumière. Alors c'était déjà le cas avant, hein. Si vous prenez la presse étrangère de l'année 1793, dès l'année 1793, la presse étrangère n'a Dieu que pour Robespierre. Elle considère que Robespierre, c'est l'homme tout-puissant en France, avant même l'élimination de Danton. Donc il y a déjà ce regard extérieur sur lui qui le fait apparaître comme un homme tout-puissant, non pas comme l'un des 12 du comité de salut public, mais comme le premier du comité de salut public. Bon, reste que Danton disparu, il reste seul face à ceux qui l'apprécient et face aussi à ceux qui ne l'apprécient pas. On arrive au printemps 1794, un printemps tout en contraste, avec notamment 2 dates si proches et si étranges. Le 8 juin, le vin prairial, c'est la fête de l'être suprême. Grande fête à Paris. Une fête qui a été voulue par Robespierre, que Robespierre va présider en tant que président de la Convention nationale. Une fête qui met en place donc alors le mot culte est employé dans le texte qui a été voté en mai par la Convention nationale, mais ce n'est pas vraiment un culte au sens où nous l'employons nous, ce mot aujourd'hui. Reste que c'est une fête qui permet de reconnaître l'immortalité de l'âme, l'existence de l'être suprême. Une fête qui annonce l'après-révolution, qui annonce une nation réconciliée, le bonheur, la liberté. Dans son discours du mois de mai 1794, d'ailleurs, Robespierre parle à nouveau du bonheur et de la liberté. Il associe à nouveau ces 2 mots. Pendant plusieurs mois, il n'en avait pas parlé. Là, il en parle à nouveau. Donc on voit qu'il pense à la fin de la Révolution, à la sortie de ces périodes tragiques. Et cela, ça se passe le 8 juin, le vin prairial. Et ce jour-là, on a caché la guillotine. Elle ne fonctionne pas. C'est un jour de fête. Et des témoins racontent que Robespierre, étonnamment, ce jour-là, était souriant, alors que dans les semaines précédentes, il ne l'était pas. Et 2 jours plus tard, le 10 juin, le 22 prairial, la Convention nationale adopte une loi terrible qui permet d'accélérer les procédures devant le tribunal révolutionnaire, qui va priver les personnes qui vont être mises en accusation d'un défenseur et qui va accélérer le nombre d'exécutions à Paris. Donc on a d'un côté une fête qui annonce la fin de la Révolution et de l'autre côté une loi de colère qui accélère les exécutions capitales dans Paris. Alors c'est vrai que cette loi, elle s'explique aussi par la fermeture progressive de la plupart des juridictions d'exception en province et de l'envoi à Paris de la plupart des personnes qui doivent être jugées révolutionnairement. Mais c'est vrai que la conjonction de ces 2 dates brouille un peu ce message du printemps 1794, brouille un peu aussi l'image de Robespierre. Et l'on sait qu'en ce printemps 94, les ennemis contre Robespierre sont nombreux. Il y a les Fouché et les Tallien, ces représentants en mission qui se sentent menacés et qui se sentent mis en cause par le comité de salut public. Il y a Vadier qui n'apprécie pas le culte de l'être suprême. Il y a Collot, Biot, qui sont depuis quelque temps fâchés avec Robespierre. Ils n'ont pas tout à fait la même ligne politique que lui, il s'inquiète aussi de sa notoriété. Et Robespierre sent finalement, dès le mois de juin 1794, qu'il y a quelque chose qui est en train de se briser. Alors c'est un homme qui a toujours été très attentif à l'image qu'il donnait de lui-même. Là aussi on retrouve l'avocat intéressé par son ethos et qui sait que pour convaincre, il faut avoir une image qui facilite le passage des idées et donc la conviction. Robespierre sent qu'il est de plus en plus fragile et à la fin du mois de juin, il va quitter le comité de salut public pour montrer justement que cette politique qui est menée n'est pas la sienne et tenter sans doute de restaurer son image. Le 1er juillet, 13 Messidor, un mois avant son arrestation, aux Jacobins, il va dire ceci. À Paris, on dit que c'est moi qui ai organisé le tribunal révolutionnaire.
que ce tribunal a été organisé pour égorger les patriotes et les membres de la Convention. Je suis dépeint comme un tyran et un oppresseur de la représentation nationale. À Londres, on dit qu'en France, on imagine de prétendus assassinats pour me faire entourer d'une garde militaire. C'est ainsi que l'on absout les tyrans en attaquant un patriote isolé qui n'a pour lui que son courage et sa vertu. Robespierre s'est en quelque sorte exclu lui-même du pouvoir à la fin du mois de juin, mais ça ne suffit pas. Le 9 Thermidor, le 27 juillet, il y aura l'arrestation de Robespierre. Alors on sait que Robespierre est revenu notamment par un discours fameux le 26 juillet, le 8 Thermidor, à la Convention nationale, où il a accusé Cambon, mais également d'autres de ses collègues, de mener une politique défavorable à la France. Il a lancé de nouvelles accusations qui ont pu faire craindre de nouvelles proscriptions. Et le 9 Thermidor, lorsqu'il s'apprête, lorsque Saint-Just parle, eh bien, il y a Tallien qui intervient, qui coupe la parole à Saint-Just, et il y a des accusations qui sont alors lancées contre Couthon, contre Saint-Just, contre Robespierre. Ils vont être arrêtés ce 27 juillet, ce 9 Thermidor, et on sait que le frère de Robespierre, Augustin, mais également Lebas, dont je parlais tout à l'heure, Lebas et Augustin Robespierre vont demander à ce qu'on les arrête également, parce qu'ils considèrent que si on arrête Robespierre, eh bien on condamne une politique qu'ils ont soutenue, et un homme dans lequel ils croient encore. Ils savent très bien ce qui va arriver, bien évidemment, et ils vont mourir le lendemain. Mais ça montre la sincérité de ces hommes, leur conviction que quelque chose est en train de se briser au 9 Thermidor. On ne peut pas leur reprocher, en tout cas, de ne pas croire aux idées qu'ils défendent. Robespierre va être exécuté avec les personnes qui ont été arrêtées en même temps que lui, mais également avec une grande partie de la municipalité parisienne. Robespierre est exécuté dès le 10 Thermidor, dès le 28 juillet. Les exécutions vont se poursuivre pendant quelques jours. Traditionnellement, on écrit que d'abord Robespierre est tombé le jour de sa chute. On parle de la chute de Robespierre. Et le mot vient de l'époque même, bien évidemment. On parle de la chute de Robespierre comme on a parlé de la chute des Girondins, comme on a parlé de la chute de la royauté. Autrement dit, ce sont des personnes qui exerçaient un pouvoir considéré comme illégitime, qui sont renversées. D'où l'idée de chute, bien évidemment, qu'il faut reprendre avec des guillemets, parce que si on ne met pas les guillemets, on avalise, bien évidemment, une interprétation de l'histoire. Donc on parle de la chute de Robespierre, très vite, et il y a toute une série de légendes qui sont donc lancées à ce moment-là. Et je reviendrai sur quelques-unes de ces légendes parce qu'on ne s'en souvient pas toujours. Alors il y a des légendes qui nous paraissent aujourd'hui assez surprenantes. Barras, qui a toujours beaucoup d'imagination, le 14 août, le 27 Thermidor, le 14 août, il dénonce les concubines de Robespierre. Il dit que Robespierre avait une maison de plaisir, comme Saint-Just d'ailleurs, il en avait une autre, à côté de Paris, et qu'il y recevait ses concubines. Donc on a un Robespierre qui est un Robespierre très différent de celui qu'on imagine aujourd'hui, un Robespierre qui est plutôt du type sultan, sultan oriental, bien évidemment, on voit le lien avec le despotisme. Collot d'Herbois et Billaud-Varenne, quant à eux, aux Jacobins, vont dénoncer la trahison de Robespierre et ses liens présumés avec l'Angleterre. Robespierre était en train de négocier secrètement avec les puissances étrangères, de manière à ce que ces puissances étrangères fassent la paix avec la France et ensuite reconnaissent son autorité sur la France. Ça, c'est ce que disent Collot d'Herbois et Billaud-Varenne, et on prend ces accusations au sérieux quand le menuisier Duplay va être arrêté, va être interrogé par la police. On va lui demander, mais est-ce qu'il y avait des Anglais, des Espagnols qui venaient voir Robespierre chez vous? Est-ce que Robespierre était en relation épistolaire avec des Anglais, des Espagnols? On va essayer de savoir si Robespierre n'était pas un traître et ne cherchait pas à négocier une paix de manière à s'installer plus solidement sur le trône de France. Et je dis le trône de France avec juste raison, puisque une troisième accusation qui est lancée contre Robespierre, c'est d'avoir voulu devenir roi. Et là, c'est Barrère qui lance l'accusation dès le 10 Thermidor.
Il explique qu'on a trouvé sur le grand bureau de l'hôtel de ville un cachet à fleur de lys tout neuf, qui prouve que Robespierre voulait sans doute s'en servir pour rétablir la monarchie en France. Et d'ailleurs, il y a eu du mouvement à côté de la prison du Temple dans la nuit du 9 au 10 Thermidor. On a voulu sans doute libérer Marie-Thérèse Charlotte, la fille de Louis XVI, et c'était peut-être pour un mariage avec Robespierre. C'était sans doute le meilleur moyen pour lui de devenir roi. Donc il y a ce mythe du Robespierre roi qui est lancé à ce moment-là. Bien sûr, c'est l'idée que l'homme veut s'installer à la tête de la France et qu'il cherche tous les moyens pour légitimer son usurpation. Et puis il y a aussi une accusation qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est que Robespierre a mis en place ce qu'on appelle à l'époque un système de terreur. Un système de terreur, c'est-à-dire qu'il a fait régner la terreur de manière à s'assurer le pouvoir et à conforter son pouvoir personnel. Et cette idée d'un système de terreur, c'est une idée qui a persisté jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment. C'est l'idée que Robespierre est un dictateur, ou un dictateur en puissance, mais souvent un dictateur, qu'il est lui-même l'incarnation de la terreur, et qu'il avait donc une ambition qu'il a essayé de faire triompher par cet usage de la force immodérée qu'on appelle la terreur. Alors bien sûr, il y a là une légende qui se construit, mais ce qui interroge l'historien, c'est qu'une partie de cette légende est arrivée jusqu'à nous, et une autre partie de la légende nous est aujourd'hui tout à fait, nous fait sourire. Quand je vous dis que Robespierre avait une maison de plaisir à côté de Paris où il recevait ses concubines et qu'on l'a accusé de devenir roi, on n'y croit pas. Mais les hommes de l'époque y ont cru. Si vous reprenez les notes du conventionnel Baudot, qui était assez proche de Danton, il a écrit ses notes dans les années 1820. Et dans les années 1820, il raconte qu'il était exilé à Bruxelles en tant que régicide et qu'un jour, il a assisté à une conversation entre Cambon et Vadier. Vadier qui était au comité de sûreté générale, qui était l'un des ennemis de Robespierre, et Cambon qui avait été mis en cause par Robespierre au 8 Thermidor. Et Cambon demandait à Vadier, mais cette histoire de cachet de fleur de lys, c'est vrai ou c'est faux ? Et à ce moment-là, Baudot explique que les deux hommes finissent par s'échauffer, s'énerver un peu, et finalement Vadier finit par dire « Mais non, c'est nous qui l'avons mis, ce cachet à fleur de lys. C'est pas Robespierre qui l'avait fait fabriquer. » Et là, Baudot, dans ses mémoires, écrit « Je n'aime pas Robespierre, mais la vérité doit l'emporter, et je dois donc écrire que ce n'était pas lui qui avait fait fabriquer ce cachet à fleur de lys. » Et s'il l'écrit dans les années 1820, c'est parce qu'il considère que certains peuvent encore y croire. Et sans doute parce qu'il se souvient que lui-même y a cru, peut-être, alors il ne le dit pas, mais peut-être lui-même y a cru en 1794. Bon, ça montre un peu l'état des esprits, la peur du complot, bien évidemment. Hein. Quand les dantonistes sont envoyés à la guillotine, on les accuse d'être des crypto-royalistes, tout simplement, et d'avoir voulu rétablir la monarchie en France. Et cette dénonciation de crypto-royalisme, c'est finalement l'une des dénonciations qui va renverser, si je puis dire, ou tout au moins faire arrêter Robespierre. Alors ce qui intéresse les historiens, ce qui peut intéresser les historiens, c'est le fait que certaines accusations soient arrivées jusqu'à nous et pas d'autres. Pourquoi ? Dire que Robespierre a été fabriqué par les Thermidoriens, ça n'explique pas ce fait que certaines accusations soient arrivées et pas d'autres. Il faut aller au-delà. Et si les accusations de dictature sont passées à la postérité, si le lien entre Robespierre et la terreur est si fort aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce qu'il y a des faits. Robespierre, incontestablement, est un intransigeant. C'est un homme qui a demandé une sévérité exemplaire dès les débuts de la Révolution contre tous les ennemis de la nation. Et cela, on le retrouve dès la Constituante. Je prends une citation, la plus ancienne que j'ai trouvée, où on présente Robespierre comme un homme de sang. Avril 1790. Avril 1790. Il n'a même pas encore proposé le mariage pour les prêtres. Et on écrit ceci, c'est une lettre anonyme qui vient de l'Artois. C'est bien étonnant que l'auguste assemblée conserve dans son sein un monstre tel que Robespierre, qui n'a ni foi, ni loi, ni religion, et dont le génie ne respire que sang et carnage. Avril 1790. Il était déjà vu par certains de cette manière-là dès les débuts de la Révolution. Donc la sévérité de Robespierre
qui faisaient peur, ces principes démocratiques qui font peur aussi. Imaginez, il demandait que les gardes nationaux soient recrutés parmi tous les hommes sans exception, qu'on donne des fusils à des pauvres. C'est quelque chose qui paraît tout à fait incongru, incohérent, dangereux. Et bien évidemment, le personnage apparaît ainsi comme quelqu'un qui défend des positions extrêmes. À l'époque de la Terreur, 93-94, bien évidemment, Robespierre va aussi défendre des principes extrêmes. Il va parler d'exterminer, c'est le mot qu'il emploie, comme beaucoup d'autres, comme Barrère aussi, d'exterminer les ennemis de la République. Donc il y a une sévérité du personnage qui est incontestable. Et puis surtout, il y a des attaques contre le personnage qui sont récurrentes. Les premières accusations de dictature contre Robespierre, c'est l'été 1791, juste après la fuite du roi et son arrestation à Varennes. Dès l'été 91, on accuse Robespierre de vouloir devenir dictateur. Septembre 92, septembre, octobre, novembre 92, on va l'attaquer à nouveau sur ce point. Notamment un grand discours de Louvet qui présente Robespierre comme un dictateur, comme un homme qui devient une idole de l'opinion. Et là aussi, il y a des attaques qui sont récurrentes. Autrement dit, ce qui reste aujourd'hui, ce n'est pas ce qui a été inventé au moment du 9 Thermidor. Ce qui a été inventé au moment du 9 Thermidor, ça a disparu. Ce qui reste, c'est toute cette image négative, mais aussi toute cette image positive de Robespierre, toutes ces images qui se sont construites tout au long de sa carrière de député. Le député désintéressé et vertueux, on le rencontre dès le début de la Révolution et il ne disparaît pas en 1794. Pendant le Directoire, au début du 19e, il y a encore des personnes qui révèrent véritablement Robespierre. Si vous prenez sa déclaration des droits d'avril 1794, elle va être rééditée en 1831, 1848, 1871. Sont des dates qui ont un sens, bien évidemment. Donc il y a ce Robespierre vertueux, et puis en même temps, il y a le Robespierre, incarnation de la terreur. Et vous avez là, finalement, deux images de Robespierre qui se construisent dès les débuts de la Révolution. En fait, et je terminerai là-dessus, c'est que autour de Robespierre, il y a deux vécus de la Révolution qui très vite s'agrègent. Le personnage a cette faculté de représenter la Révolution dans sa complexité, à la fois dans certaines valeurs, notamment démocratiques, et en même temps dans certains choix politiques, notamment les choix politiques terribles des années 93-94. Autrement dit, deux vécus de la Révolution qui s'incarnent en lui, deux mémoires de l'événement aussi. Incontestablement, Robespierre est devenu et est encore aujourd'hui un mythe politique, mais je crois que pour comprendre l'existence de ce mythe politique, il faut insister sur le fait qu'il a été une espèce de mythe vivant avant même sa disparition. Merci. Merci beaucoup Hervé Levers. C'est maintenant l'heure des questions. Nous avons tenu le temps, chose qu'il faut, ça mérite d'être noté. Alors, je vous informe que cette conférence était visible en direct sur Facebook. Donc, les gens qui l'ont regardée peuvent poser tout un tas de questions. Je vais essayer au mieux de les lire et de vous les lire. Et sinon, en attendant, la salle peut intervenir librement. Je vais essayer de faire les deux en même temps. C'est pas une question, c'est juste une anecdote qui date d'hier soir, où j'assistais à une conférence à l'INALCO d'un diplomate, d'un grand diplomate français qui parlait
de la question du Sahel. Il avait été représentant, ambassadeur dans 4 pays de la région. Voilà. Et il parlait des djihadistes, des différents mouvements qui font la guerre là-bas, et dont des mouvements aussi chrétiens, dont on ne parle pas du tout en France, pas tellement dans la région du Sahel proprement dit, mais plus vers le Congo, Zaïre, etc., par là, qui ont été terribles. Et à un moment donné, il a cette expression pour dire que ce sont des gens qui veulent changer l'homme, éradiquer effectivement, les éliminer, voilà, pour avoir un homme nouveau, voilà, et qui sont 10 fois plus terribles que Robespierre. C'est comme ça. Voilà. Donc, comme quoi que l'image de Robespierre, encore, y compris dans les hauts fonctionnaires de l'État. Voilà, c'était juste cette anecdote, mais elle date d'hier soir. Ouais. À part cela, la conférence était excellente et très très bien. J'aimerais que vous nous parliez de la différence entre Danton et Robespierre. Enfin, je connais pas bien. Voilà. Alors, les 2 personnages, effectivement, ont été, surtout à l'époque de la Troisième République, ont été campés comme 2 personnages qui donnent 2 visions très différentes de la Révolution. Bon, ça date de la Troisième République. Les républicains des années 1830-1840, leur modèle, c'est Robespierre. Les républicains des années 1870-1880, leur modèle, c'est Danton. On évolue dans la conception que l'on a d'une République possible. Et à partir de la Troisième République, la République de Robespierre n'est plus considérée comme une République du possible. Et à partir de ce moment-là, les historiens de la Troisième République, notamment Mathieu ou Hollard, en travaillant sur ces personnages-là, inévitablement vont projeter leur propre perception de la République et éloigner l'un de l'autre Danton de Robespierre. Si bien qu'on a aujourd'hui 2 images de personnages qui, par les tempéraments, sont différents, mais ça c'est tout à fait exact, mais qui aussi, par leur choix politique, sont particulièrement différents. Et ça c'est beaucoup plus discutable. Beaucoup plus discutable parce que ces hommes ont été très proches finalement, jusqu'en janvier 1794, donc très tardivement. Ils ont mené énormément de combats communs, se sont soutenus, se sont défendus à de multiples reprises. Et si vous prenez encore la fin de l'année 93, par exemple, le moment de la période dite de la déchristianisation, vous avez un front commun entre Danton et Robespierre pour mettre un terme à cette déchristianisation, je reprends l'expression qu'on emploie habituellement, dans Paris. Ils se soutiennent. Ils s'estiment. Bon, on n'a pas beaucoup de lettres entre eux, hein, mais on a des textes qui montrent qu'il y a une véritable estime entre eux. On sait aussi qu'avant l'arrestation de Danton, il y a eu une tentative de la part de Robespierre pour éviter qu'il ne soit arrêté et mis en jugement devant le tribunal révolutionnaire. C'est Billaud Varenne qui le raconte, et à mon avis, on peut difficilement mettre en doute sa parole, donc ils sont moins éloignés que prévu. Alors, mais c'est les tempéraments qui diffèrent complètement. Bon, voilà, si vous voulez. Mais bon, il y a quand même un travail à faire sur de nuances, disons, dans le portrait que l'on a habituellement de Danton, et en tout cas dans les représentations au cinéma, par exemple, elles accentuent énormément les différences entre les deux personnages. Mais par leur combat, par leur proximité avec ce qu'ils appellent le peuple, on a quand même 2 hommes qui sont à l'écoute de la population et qui apparaissent comme des orateurs du peuple. Danton, lorsqu'il est dans le district des Cordeliers, en 89 et au début 90, lorsqu'il est président du district des Cordeliers, c'est vraiment l'orateur du peuple, parfaitement incarné. Et il ressemble de ce point de vue-là un peu à Robespierre, qui est toujours à l'écoute des demandes populaires, notamment qui s'expriment par l'intermédiaire des clubs et qui les relaie ensuite, dans certains cas tout au moins, à la Convention. Voilà. Alors, moi j'ai une petite question qui me trotte depuis assez longtemps. Est-ce qu'on ne peut pas déceler un certain... alors vous qui avez étudié voilà, les juristes, les avocats, une certaine naïveté de la part de Robespierre à sa toute fin du fait d'un trop grand légalisme, disons, dans son analyse et sa gestion des rapports de force qui existaient. Je parle de ces 2 derniers jours de vie
Alors qu'il peut bénéficier du soutien de la commune quand il se fait arrêter, mais que la commune le libère, donc son dernier soir, et qu'il décide de ne pas agir, alors que voilà, le prince agit. Vous parliez du moment toujours, il faut saisir le moment. Là, il ne l'a pas saisi par peut-être trop de légalisme, trop de peur de justement être perçu comme un dictateur. C'est très difficile de répondre à cette question-là parce que c'est vrai que ces 2 derniers jours, 9 et 10 Thermidor, il y a énormément de pièces qui nous manquent au dossier. On n'a pas le discours de Robespierre du 10 Thermidor, on sait que du 9 Thermidor, on sait que le 9 Thermidor il s'est présenté à la Convention avec un discours à la main. Le discours est perdu, on ne sait pas ce qu'il est devenu, donc on ne sait pas ce qu'il voulait dire ce jour-là. Ce qui s'est passé à la commune, à l'hôtel de ville, on n'a pas tous les éléments. On a notamment cette fameuse lettre avec une signature imparfaite, inachevée de Robespierre qui est actuellement au musée Carnavalet. Et il y a toute une série d'interprétations autour de cette lettre. Et il y a aussi toute cette question de l'appel à l'insurrection qui n'aurait pas été lancé peut-être par légalisme de la part de Robespierre. Mais pour ces éléments-là, j'avoue qu'on n'a pas d'éléments concrets pour trancher définitivement. Bon, il y a Colin Jones qui travaille actuellement sur le 9 Thermidor et son travail nous apportera sans doute beaucoup pour la compréhension du 9 et du 10 Thermidor, mais lui travaille surtout sur la manière dont le peuple de Paris a accepté finalement l'événement. Et je crois que ce dont on peut être sûr, c'est de cette partie-là de l'histoire. Ce qu'a vécu Robespierre à l'hôtel de ville, les choix qu'il a fait, je crois qu'il y a une part de mystère qu'on ne pourra jamais lever. Par contre, arriver à comprendre pourquoi finalement la population parisienne s'est placée du côté de la Convention et pas du côté de ceux qui s'étaient réfugiés à l'hôtel de ville, ça, on pourra sans doute arriver à le comprendre. Mais cette journée du 10 Thermidor, la nuit du 9 au 10, elle est mystérieuse, jusqu'à la blessure de Robespierre. Est-ce que c'est le gendarme Merda qui lui a tiré alors il explique qu'il a visé la poitrine. Finalement, on sait qu'il est blessé à la mâchoire, donc déjà, c'est une histoire assez abracadabrante. Donc, est-ce Merda, est-ce Robespierre qui a tenté de se suicider ? Là, on s'aperçoit que dans les textes d'époque, dès le 10 Thermidor, il y a les 2 interprétations qui circulent. Certains disent Robespierre a essayé de se suicider, d'autres disent c'est un gendarme qui lui a tiré dessus. Et dans les interprétations qui existent, il y a même une 3e interprétation qui existe, qui a été donnée par des historiens du 19e, c'est qu'il y a eu, il y a une bagarre à l'hôtel de ville, et là, le coup est parti un peu par accident et aurait blessé Robespierre. Mais c'est vrai que, il y a sans doute de l'indécision de sa part, peut-être. Bon, c'est vrai qu'ils ont attendu beaucoup les uns et les autres qu'ils arrivent à l'hôtel de ville. Hein, ils ont mis du temps à tous arriver à l'hôtel de ville. Et après, il y a eu sans doute de l'indécision qui a retardé des décisions qui auraient permis une mobilisation, probablement. Mais encore une fois, c'est sans doute le moment pour lequel on a le moins de documents et pour lequel on a le plus de doutes sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. J'ai une question en ligne, donc il n'est pas de moi. Voilà. Alors, nous avons Laurent Guiterres-Bess. Je m'excuse pour le nom de famille, si je n'arrive pas à le dire. Alors, question. On dit que la victoire des Thermidoriens, c'est la chute de Robespierre. On dit que Bonaparte, ce jacobin botté, c'est la fin de la Révolution. Mais finalement, le caractère révolutionnaire de la Révolution ne se termine pas avec la chute de Robespierre. Ne se termine-t-il pas, donc j'imagine. Je répète, le caractère révolutionnaire de la Révolution ne se terminerait-il pas avec la chute de Robespierre ? C'est un peu crochet, là. C'est pas une question facile non plus. Là, quand on regarde la manière dont les historiens ont traité la Révolution française et ont écrit l'histoire de la Révolution, d'un historien à l'autre, les choix ont été différents. Michelet arrête la Révolution, effectivement, après le 9 Thermidor.
Mais beaucoup d'historiens arrêtent la Révolution 1799, 1802, 1804, voire 1815, voire 1875 pour François Furet, puisqu'il considère que le grand débat sur la Révolution et l'événement révolutionnaire se poursuit jusqu'à l'établissement définitif de la République en France. Ce qui est sûr, c'est que l'été 1794, c'est la fin d'une certaine conception de la démocratie, qui s'était construite essentiellement par référence à des modèles antiques. Ça, c'est vrai que c'est une idée qui va avoir vécu et un tournant qui s'opère à ce moment-là. De ce point de vue-là, les grands défenseurs de la démocratie telle qu'on a pu l'imaginer en 1789, je prends les premiers textes de Desmoulins de l'été 89, où il parle d'une démocratie qui est déjà très proche de celle de Robespierre, mais lui, il lui applique directement la notion de république. Cette idée démocratique-là, après 95, bon, elle va encore subsister, bien évidemment, elle va encore être défendue, mais au sein de l'Assemblée, il n'y aura plus de courant démocrate aussi fort que ceux qu'on a aperçus au temps de la Constituante, de la législative ou de la Convention. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a rupture. Vous avez dit qu'il considère que les Français majeurs hommes pouvaient voter. Il ne parle pas des femmes. Non. Et pourtant, il est conscient des changements. À votre avis, pourquoi n'a-t-il pas pris en compte la question des femmes, lui, l'avocat, le juriste ? Je dirais qu'ils sont presque tous comme ça. À part Condorcet, il n'y en a pas beaucoup des hommes qui parlent du vote des femmes. Et même les femmes n'en parlent pas toutes. Si vous prenez, bon, bien sûr, il y a Olympe de Gouges, mais ce n'est pas la plus démocrate. Olympe de Gouges qui parle du vote des femmes, mais vous prenez Louise de Kéralio, qui est beaucoup plus démocrate que Olympe de Gouges et qui pense que le vote des femmes, ce n'est pas une bonne solution. Alors, Robespierre, lui, ne se prononce pas. Je pense qu'il ne se prononce pas peut-être parce que l'occasion ne s'en est pas présentée. Il n'y a pas de véritable débat à l'Assemblée, dans les différentes assemblées révolutionnaires sur cette question-là. Il n'y a pas un jour où on a mis sur la table la question « est-ce qu'on englobe les femmes dans le droit de vote ?» Donc, il n'y a pas eu de grand débat sur la question. Et la plupart des hommes politiques de la Révolution ne se sont donc pas prononcés sur cette question-là. Alors, parfois, ils se prononcent indirectement, par exemple, sur la question de la responsabilité de l'homme et de la femme dans la gestion des biens du couple. Et là, Robespierre est favorable à un partage de la responsabilité entre l'homme et la femme. Donc on voit qu'il y a une prise en compte, effectivement, du rôle de la femme dans la société, mais pour lui, ça ne va sans doute probablement pas jusqu'à l'attribution du droit de vote. Sans doute pas. Mais encore une fois, il n'en parle pas. Vous nous dites que ce qui reste, c'est de l'image de Robespierre, c'est ce qui existait déjà. Est-ce qu'on n'a pas quand même au moment de Thermidor, une exagération sur le côté sanguinaire, sur le côté responsable des exécutions? Est-ce qu'on n'a quand même pas une construction supplémentaire à ce moment-là pour justifier justement immédiatement à chaud, si on peut dire, son exécution? Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas. Oui, tout à fait. J'ai pas voulu dire qu'il y avait rien qui se passait à ce moment-là. Il y a une personnalisation des responsabilités qui s'opère à ce moment-là et qui est bien évidemment celle que l'on garde encore à l'esprit. Même si cette personnalisation, elle va s'accentuer au fil du temps. Je veux dire par là que des personnages comme Couthon, Saint-Just, qui sont associés aux responsabilités au départ, vont être gommés peu à peu. On a des gravures de l'époque du Directoire, notamment une gravure de l'époque du Directoire où vous voyez face à la mort, donc il y a la mort qui est présente sous forme d'un squelette, et vous avez devant la mort toute une série de députés qui se présentent, et là vous avez dans la file Danton, Robespierre, Couthon, Saint-Just, Marat, ils y sont tous. Ils sont tous co-responsables. Mais déjà, à l'époque, donc à l'époque de cette gravure qui est de 1797, Robespierre porte la faux. Autrement dit, il est plus responsable que les autres. Mais il n'est pas l'unique responsable. Pour autant, c'est vrai qu'il y a toute une série de gravures, 94-95. Il y a la gravure très célèbre de Le Canut, où vous voyez Robespierre qui presse un cœur au-dessus d'un calice. Et c'est le Robespierre grand prêtre
qui s'apprête à communier avec le sang d'une victime. Vous avez aussi la gravure qui représente tout un ensemble de guillotines usées, un monument qui a été dressé et sur lequel on lit « Sigie la France ». Et sur la guillotine, vous avez le dernier des Français, enfin l'avant-dernier des Français, qui est le bourreau, qui va être guillotiné par Robespierre. Donc Robespierre, qui va être le dernier des Français, puisqu'il a guillotiné toute la France, c'est ce qu'on aurait eu sans doute si on l'avait laissé continuer. Bon, tout ça, ça sort bien sûr à l'époque du Directoire. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est insister sur le fait que la légende qui est construite au moment de Thermidor n'est pas la légende qui est celle que nous avons encore aujourd'hui à l'esprit. Et c'est ce décalage qui est à mon sens intéressant, c'est de savoir pourquoi certaines accusations restent encore très prégnantes dans l'esprit de nos contemporains, alors que d'autres ont disparu. Et ça, je pense qu'on ne peut l'expliquer que par le fait qu'elles étaient crédibles déjà à l'été 1794, parce qu'elles s'étaient progressivement installées par des accusations successives qui allaient dans le même sens et qui ont rendu prégnante cette accusation. Cela dit, cette accusation, cette légende noire, puisqu'on parle de ça, il faut bien avoir à l'esprit qu'elle n'a jamais été acceptée par tous. Encore une fois, je parlais tout à l'heure des républicains des années 1830. Si vous prenez David d'Angers, par exemple, David d'Angers, lorsqu'il veut rendre hommage aux hommes de la Révolution, eh bien, il représente sur un médaillon Robespierre. Il va même représenter sur plusieurs médaillons Robespierre, son frère Augustin. Sur le médaillon de son frère Augustin, il va noter la phrase qu'il a prononcée le 9 Thermidor pour dire qu'il a partagé les idées de son frère et il veut partager son sort. Il va représenter aussi Saint-Just, etc. Donc on a cette image noire de Robespierre, elle n'a jamais été omniprésente et acceptée par tous. Il y a aussi l'autre image de Robespierre qu'on retrouve à toutes les époques de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis très déçu du peu d'affluence ce soir, vu le travail remarquable que vous avez exposé. Alors, ma question, est-ce qu'on peut mesurer l'utopie entre la fête de l'être suprême et l'abolition de l'esclavage, les deux événements en 1794, avant la mort de Robespierre, et leur rétablissement, le rétablissement du culte catholique et l'abolition de l'esclavage par Napoléon, par Bonaparte? Est-ce qu'on peut mesurer l'utopie, cette utopie des révolutionnaires et de Robespierre, puisqu'il était à la fête de l'être suprême, n'aura duré que 8 ans en fait? Et question dans la question, est-ce que le livre de Jean-Philippe Domecq, Robespierre, dernier temps, qui travaille sur la fête de l'être suprême, est un livre... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un très bon livre, incontestablement, et très bien écrit. Et c'est l'avantage des littéraires qui font de l'histoire en s'émancipant parfois des exigences de la discipline, mais c'est tout à fait leur droit. Et ça donne un bon livre qui fait penser effectivement les derniers temps de Robespierre. Alors, je pense que effectivement, je vois bien la question, et c'est vrai que rétrospectivement, c'est une question qui se pose. Je pense que le rapport que les hommes de la Révolution, et notamment les démocrates des années 89-94, que ces hommes ont eu avec leurs idées, ne se définit pas le mieux avec le terme d'utopie. Je pense qu'ils croyaient possible cette république qu'il voulait construire. C'est devenu utopique après coup, d'une certaine manière, et pas dans l'autre sens. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut prendre au sérieux leur programme pour effectivement comprendre leur action. Mais c'est vrai que ces idées qu'ils vont défendre, par la suite, vont paraître de nouveau incongrues comme elles avaient paru à certains au moment où elles ont été énoncées la première fois. Bon, c'est particulièrement vrai pour l'esclavage, tout au moins pendant encore un demi-siècle. Certains considèrent qu'économiquement,
c'est pas possible d'envisager à court terme son abolition, alors que Robespierre avait soutenu bien évidemment l'abolition de février 94. Pour le culte catholique, je dirais que c'est un peu plus complexe parce que la position de Robespierre est une position assez complexe. Robespierre, bon, n'est plus catholique en tout cas, il l'a été dans son jeune temps, il ne l'est plus à l'époque de la Révolution, mais pour autant, il ne demande pas la disparition du culte et lui-même, en décembre 93, va obtenir l'autorisation de la liberté, ou tout au moins la proclamation de la liberté des cultes. Parce qu'il considère que lutter contre le culte catholique, c'est quelque chose qui peut être dangereux pour la Révolution même, parce que ça peut jeter du côté de la contre-révolution toute une partie des Français. D'une part pour cette raison-là, et pour une deuxième raison qu'il explique même au moment du culte suprême, il considère finalement que les hommes ont besoin d'un Dieu. Alors lui, il préférerait bien sûr que ce soit ce culte civique qui l'emporte sur tous, mais en même temps, ceux qui considèrent que leur Dieu, c'est Dieu, enfin le Fils, le Père et le Saint-Esprit, pourquoi pas. Il considère que chacun son Dieu, finalement, et que si tout le monde peut se réunir autour d'un culte civique, ça suffira. Mais vis-à-vis des religions, il est quand même très prudent, et vis-à-vis du catholicisme notamment, à mon avis, il a appris notamment la question de la Belgique en 1793. Hein. La Belgique, elle était en train de devenir française en mars 93. Les Français en ont profité pour fermer les églises et pour amener l'argenterie à Lille. Quand Dumouriez a perdu la bataille de Neerwinden, les Français ont été un peu chassés, enfin un peu et beaucoup chassés de la Belgique. Donc il y a l'expérience de la Vendée aussi. Il y a une expérience de l'attachement au culte catholique qui l'a rendu prudent de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que certaines des idées deviennent utopiques ou considérées comme telles par la suite, et encore chez certains historiens d'aujourd'hui. On considère que les idées défendues étaient une impasse et ne pouvaient pas être réalisées. Voilà, juste constatant que le temps file, je vous propose de poser vos toutes dernières questions durant le temps de l'intervention de la personne qui prend la parole tout de suite. Merci. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais vous demander, en fait, dans le cas de Robespierre, vous ne pensez pas que s'il était tant décrié, notamment peut-être parce qu'il avait une conscience de classe un peu comme Rousseau, dans le sens où il a souvent pris dans ses discours position pour les pauvres, où il disait que les pauvres, finalement, ils veulent un peu de sécurité, ils veulent pouvoir manger, enfin, ils veulent pas forcément être riches comme les riches, donc ils désirent pas forcément être à la place des classes dominantes, ou des classes qui dominaient à l'époque. Et donc, ça a amené sans doute, dans l'idéologie dominante, une réaction de la bourgeoisie, des classes très aisées, contre lui, en fait, à ce moment-là. Parce qu'il ne prenait pas vraiment parti toujours pour les riches, il était plutôt pour les classes dominées, si on peut dire les choses comme ça, en caricaturant un peu, quoi. Oui, tout à fait. Au début de la Révolution, le discours qu'il a est un discours avant tout politique, c'est-à-dire il parle souveraineté de la nation, il parle droit des citoyens, de tous les citoyens, y compris des pauvres. Il va commencer à opposer pauvres et riches, surtout à partir de 1791. Là, on a une inflexion sociale de son discours qui apparaît. L'opposition pauvre-riche qui va être utilisée de plus en plus souvent par lui. Et à partir de 92, il va de plus en plus s'intéresser aussi aux questions de subsistance, puis droit à l'existence, etc. Donc il y a une inflexion sociale qui se marque de plus en plus nettement dans son discours. À partir de 1791, et effectivement, lorsqu'il se positionne politiquement, il se positionne comme étant du peuple, et puis c'est notamment la reprise des oppositions qu'avait défini Lafayette, c'est-à-dire d'un côté il y a les honnêtes gens et de l'autre côté il y a les sans-culottes et la canaille. Et lui se définit comme étant des sans-culottes et la canaille. Donc incontestablement, il y a cette dimension sociale, bien sûr, dans son discours, dans son positionnement, dans la perception qu'on peut avoir de lui. Mais même déjà lorsqu'il défendait une position avant tout politique, celle de l'accès de tous à la citoyenneté, et notamment à l'exercice du statut de garde nationale,
là, il y avait déjà en filigrane, même si ce n'était pas toujours nettement exprimé, cette dimension sociale, bien évidemment. Et là aussi, les personnes qui dénonçaient ces prises de position, bien sûr, étaient sur un positionnement social. Hein. C'est ce que l'abbé Grégoire avait appelé l'aristocratie des riches. Il ne faut pas remplacer l'aristocratie de la naissance par l'aristocratie des riches. Ça, Robespierre en était conscient et reprend d'ailleurs à un moment la formule de l'abbé Grégoire. Et il dénonce l'aristocratie des riches, oui, bien sûr. Oui, je suis peut-être à côté de la plaque, mais il me semble que Robespierre a fait beaucoup cavalier seul. Parce que quand on vous écoute, on voit qu'il avait des soutiens. Il y a des moments où il était soutenu par le peuple. Même si je crois que c'est au club des Jacobins, vous dites que souvent il était contrecarré, mais moi j'ai le sentiment que c'était son point faible, c'est-à-dire il m'apparaît comme un homme qui a des certitudes et qui ne sait pas les valoriser et qui a des contradictions, parce qu'il y a des moments où c'est un peu contradictoire. Je ne sais pas, quand vous disiez il défend le droit des citoyens, mais il n'est pas pour la République, il y a des choses un peu contradictoires. Voilà, moi, mon sentiment, c'est qu'il fait cavalier, un peu trop cavalier seul. Alors, bien sûr, on parle de démocratie, je ne sais pas si c'était un mot utilisé à l'époque, mais voilà, je n'ai pas l'impression que cet homme a su s'entourer, que du coup, il a cette image qui ne correspond pas. Parce qu'il innove. Hein? Peut-être qu'il innove, justement, s'il est seul, c'est parce qu'il innove socialement. Oui, mais il est soutenu, il est applaudi même par le peuple. Oui, alors une double réponse, plutôt réponse en deux temps très rapidement. Il n'est jamais tout à fait seul, hein, c'est-à-dire qu'il a toujours des personnes qui combattent à ses côtés et avec qui il partage des convictions. Mais des convictions qui ne sont jamais exactement les mêmes. Par exemple, au temps de la Constituante, il est très proche de Pétion, ils sont souvent assis côte à côte à l'Assemblée, ils défendent souvent les mêmes dossiers, mais avec des nuances tout de même dans la manière de défendre les dossiers. Donc ce n'est pas un homme totalement isolé. Il a à chaque fois des compagnons de combat, qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction des périodes, mais il a toujours des compagnons de combat. Cela dit, et c'est le deuxième élément de réponse, dans la manière qu'on a de concevoir la politique à l'époque, la politique qui doit être un acte désintéressé, on part du principe que l'homme doit avancer seul, individuellement, dans le combat. On se méfie... Voilà, on se méfie de tout rapprochement. Bon, je parlais tout à l'heure de parti entre guillemets. On a une méfiance de gens qui peuvent s'allier parce qu'on considère qu'à partir de ce moment-là, s'ils sont alliés pour défendre une cause, ça veut dire qu'ils vont défendre la cause d'une partie de la population et pas la cause de tous. Et ça, c'est ce qu'on appelle des factions. Une faction, c'est un groupe de personnes qui se mettent d'accord pour faire avancer des idées qui leur sont favorables. Et généralement, lorsqu'on dénonce l'adversaire, on dénonce comme faisant partie d'une faction. Voilà. Donc cet aspect d'isolement, cette perception de personnages isolés, vous pouvez l'avoir sur Mirabeau, vous pouvez l'avoir sur tous les grands noms finalement de la Révolution française, parce qu'à chaque fois, ils tiennent à cœur de dire « je n'appartiens à aucun parti, je défends mes opinions ». Mais ça fait partie aussi du jeu politique de l'époque et ça fait partie de ces arguments que l'on avance pour montrer que l'on est désintéressé et que l'on combat avant tout pour l'intérêt général et non pas pour l'intérêt de son groupe. Bon, puisqu'il n'y a plus de questions, je vous propose de remercier tous chaleureusement Hervé Lauwers pour la qualité de son propos, tout d'abord, mais aussi parce que il est venu depuis Arras, terre d'origine de Robespierre, et évidemment pour la grande pédagogie déployée par lui pour nous parler d'un sujet historique extrêmement compliqué. Voilà, je vous remercie tous. On se retrouve mardi prochain pour le cycle de philosophie et le mois prochain pour continuer d'explorer ce grand moment d'histoire qu'est la Révolution française. Bonne soirée à tous.